Mongolie, steppe de l'Altaï, tradition chamanique, XIIe siècle. Quand un enfant naît, le chaman observe 3 choses pendant les premiers jours de sa vie. Oh non, pas son signe astrologique, pas les lignes de sa main non plus, et encore moins le positionnement des étoiles. Non. Il observe comment il pleure, s'il cherche les yeux de sa mère ou s'il évite le regard. Il observe comment son corps réagit au froid. Est-ce qu'il se raidit? Est-ce qu'il se détend? Et il observe comment il se comporte face au feu. Est-ce qu'il le fixe, fasciné, ou bien est-ce qu'il s'en détourne, effrayé? Et à partir de ces observations, de ces 3 petits tests, le chaman révèle le suld de l'enfant. Le suld, c'est son souffle vital, sa nature profonde. Certains enfants sont agula, montagne, stables, lents à s'émouvoir et endurants comme la pierre. D'autres sont salis, comme le vent, vifs, changeants, agités, impossibles à saisir. Et d'autres encore sont Gal, le feu, intense, réactif, passionné, capable de brûler ou de réchauffer. Et voici ce qui est fascinant. Le chaman ne prédisait pas l'avenir de l'enfant. Il ne disait pas « cet enfant sera guerrier » ou « cet enfant sera poète », non. Il disait juste « voilà sa nature ». Et toi, ton rôle, en tant que parent, ce n'est pas de la changer. Ton rôle est de construire autour de cette nature. Alors, si ton enfant est montagne, ne l'oblige pas à être vent, et si ton enfant est feu, ne cherche pas à l'éteindre. XIIe siècle, Mongolie. Pas de microscope, pas d'IRM, pas de neurosciences. Juste l'observation. Et devine quoi? Eh bien, ils avaient raison. 1989, Université de Harvard, États-Unis. Jérôme Kagan, psychologue du développement, lance une étude qui va durer pendant 30 ans. Il veut savoir si le tempérament, ce qu'on appelle cette nature profonde que les chamans mongols observaient, est-ce que ça existe vraiment? Et si oui, est-ce que c'est stable dans le temps, un tempérament? Alors il teste 500 bébés de 4 mois. Pas de 4 ans, de 4 mois. Avant même qu'ils sachent parler, marcher et comprendre des trucs. Et le protocole est très simple. On expose le bébé à des stimuli, par exemple un mobile coloré qui bouge, un enregistrement de voix inconnue ou une odeur inhabituelle, et puis on observe. Et on observe que 20% des bébés réagissent de manière explosive. Ils sursautent, ils pleurent, ils se tendent, leur rythme cardiaque s'accélère brutalement et leur corps entier dit « alerte, danger, c'est trop ». Kagan les appelle les high reactive, les hyperréactifs. 40% des bébés, eux, restent sereins. Ils regardent le mobile avec curiosité, ils écoutent la voix, ils reniflent l'odeur, leur rythme cardiaque reste stable. Leur corps leur dit un peu « ok, intéressant, pas de souci ». Ceux-là, Kagan les appelle les low reactive, les peu réactifs. Et les 40% restants, on les nomme pas, ils sont entre les deux. Donc voilà, là on a juste des bébés qui réagissent différemment aux stimuli. Tu me diras, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kagan décide de le savoir. Alors il marque ses enfants, pas avec une croix au milieu de la tête, mais il les marque. Il les suit pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. Et là, quelque chose de vraiment troublant se révèle. Que deviennent les bébés hyperactifs à 4 mois? À 7 ans, ils auront une tendance, je dis bien une tendance, à être plutôt timides, à éviter les nouvelles situations et ne pas avoir beaucoup d'amis. À 15 ans, on les retrouve plutôt anxieux, introvertis, hypersensibles à la critique. Et à 30 ans, toujours anxieux, préférant les environnements calmes, évitant les imprévus, et ils ont un niveau de cortisol, l'hormone du stress, relativement élevé. Alors que ces bébés peu réactifs à 4 mois. À 7 ans, ils sont plutôt aventureux, sociables, ils cherchent la nouveauté. À 15 ans, ils vont avoir une personnalité plutôt extravertie, être à l'aise dans un groupe, ils aiment prendre des risques. Et à 30 ans, ils seront plutôt sereins, à la recherche de sensations, avec des seuils de stress assez élevés. Eux, ils sont plutôt confort dans le chaos. Ce qui veut donc dire que le tempérament, à 4 mois, c'est dingue, prédisait la personnalité à 30 ans. Pas parfaitement, bien sûr, pas à 100%, Il y avait des variations, des exceptions, mais la corrélation était suffisamment forte pour être un peu dérangeante. Alors les chamans mongols du XIIe siècle avaient compris quelque chose que nous redécouvrons aujourd'hui avec des protocoles scientifiques. Certains traits de notre personnalité sont là dès le début, et ils ne partent jamais. Maintenant, parlons de quelque chose qui va peut-être briser quelque chose en toi. Cette idée que certaines parts de toi ne changeront jamais. Pas parce que tu ne veux pas assez, pas parce que tu n'as pas trouvé la bonne méthode, ni le bon coach, ni le bon stage, mais parce que c'est biologiquement, génétiquement et neurologiquement impossible. Et paradoxalement, et c'est ça qui est magnifique quand même, c'est que cette vérité-là, ça pourrait être la chose la plus libératrice que tu aies jamais entendue. Alors respire, parce qu'on va parler des limites du changement. Et pourquoi connaître
tes limites, c'est aussi arrêter de te cogner la tête contre un mur invisible. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Nous voici à l'épisode 5 ou 4, je sais plus, ou 6 de cette mini-série sur le changement. Et aujourd'hui, je vais te demander quelque chose de vraiment pas facile. Quelque chose qui va contre tout ce que notre culture nous a enseigné. Je vais te proposer, bien sûr ce n'est pas un ordre, d'accepter qu'il y a des parts de toi qui ne changeront jamais. Et je me doute de ce que tu peux ressentir en entendant ça. Peut-être un soulagement pour certains en disant « Ah enfin, quelqu'un me dit que je peux arrêter de me battre ». Ou alors de la colère en disant « Non, je ne suis pas d'accord, je refuse, c'est n'importe quoi, tout est possible si on veut vraiment ». Ou bien une petite part de tristesse. Donc, ok, je suis condamnée à être comme ça pour toujours ? Reste avec moi. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas du défaitisme, c'est de la lucidité. Et la lucidité, c'est savoir où on peut dépenser vraiment notre énergie. Car tant qu'on ne les connaît pas, nos limites biologiques, on va peut-être gaspiller des années, des milliers d'euros, une énergie infinie à essayer de transformer quelque chose qui ne peut pas être transformé. Car pendant que tu te bats peut-être contre certaines parties de toi, tu rates tous les changements qui, eux, sont vraiment possibles. Et c'est con. Alors aujourd'hui, on va arrêter de se mentir, on va regarder la vérité en face et on va voir. Respire avec moi un instant. Et si tu peux, ferme les yeux. Si tu conduis, oublie cette idée. Et pense à un trait de ta personnalité que tu détestes chez toi depuis toujours. Tu sais, ce truc en toi qui gratouille et qui te fait dire « Mais pourquoi je suis comme ça ?» Peut-être ton anxiété chronique, cette boule au ventre qui revient encore et encore, peu importe ce que tu fais. Peut-être ton besoin de solitude, ces moments où après 2 heures en société, tu veux juste disparaître. Peut-être ta sensibilité excessive, cette manière que tu as de prendre tout personnellement, de sentir les choses trop fort. Ou peut-être ta difficulté à être spontané, où tu as besoin, toi, de tout prévoir, de tout contrôler, de tout planifier. Alors maintenant, juste de toi-même à toi-même, pose-toi cette question. Depuis combien d'années est-ce que tu essaies de changer ce trait ? Depuis 5 ans, 10 ans, peut-être même 20 ans ? Combien d'argent dépensé pour tout ça ? Pour peut-être des thérapies, des formations, des livres, des stages, des coachs ? Pour devenir quelqu'un d'autre ? Alors peut-être qu'on peut caresser l'idée aujourd'hui que on a peut-être passé beaucoup de temps à essayer de transformer quelque chose qui ne peut pas. Et c'est pas une idée évidente, elle est terrifiante. Un peu libératrice aussi, ou les deux. Et on va explorer ça ensemble. Le Big Five, la cartographie de ton immuable. Bon, il faut bien commencer par quelque chose, alors commençons par la science. Mais pas la science ennuyeuse qu'on déteste tous, la science qui change vraiment la manière de voir les choses. Dans les années 80-90, après des décennies de débats et quelques grosses batailles d'ego monumentales entre psychologues, un consensus rarissime émerge. Truc de ouf. Il existe 5 dimensions fondamentales de la personnalité humaine. Pas 6, pas 12, pas ça dépend de ton signe astro, non, 5. Et on les appelle le Big Five. Imagine que ta personnalité c'est un peu comme un set de DJ avec des petites mixettes audio et des curseurs. Chaque curseur peut aller de 1 à 5. Et tu ne choisis pas où ils sont positionnés, ils sont déjà réglés quand tu nais, ou presque. Voici ces 5 curseurs. Le premier c'est Openness, l'ouverture à l'expérience. C'est ton appétit pour la nouveauté, ta curiosité intellectuelle, ton imaginaire. Par exemple, si ton curseur est à 1, tu vas être plutôt quelqu'un qui aime la routine, les traditions, ce qui est prévisible, le genre de personne qui aime regarder les mêmes films, manger les mêmes plats et voter probablement comme ses parents. Et franchement, c'est confortable et c'est ok. Pourquoi changer ce qui marche ? Il n'y a aucun jugement quand je dis ça.
Si au contraire ton curseur est plutôt vers le 5, c'est que tu t'ennuies dès que quelque chose devient familier. Tu as besoin de nouveautés, comme d'autres ont besoin de café le matin. Tu veux essayer tout comprendre, tout explorer. Et tu es probablement celui ou celle qui propose « Et si on testait ce nouveau restaurant tibéto-péruvien fusion ?» Pendant que tes amis soupirent « On peut pas juste aller à la pizzeria, quoi ?» Je plaisante, mais aucun de ces deux traits n'est mieux en soi, c'est juste différent. Curseur numéro 2. Consciousness. La conscienciosité. C'est très chiant à dire. Et celui-là, c'est mon préféré, parce que c'est celui qui fout le plus la merde dans nos vies. La conscienciosité, c'est la discipline, ta capacité à planifier ton sens du devoir, ta capacité à faire des trucs chiants maintenant pour des bénéfices hypothétiques plus tard. Et là, si ton curseur est à 1, c'est-à-dire que t'es plutôt quelqu'un qui vit dans l'instant, qui procrastine, qui oublie les deadlines. Tu es sûrement quelqu'un de créatif, de spontané, tu sais improviser, et franchement, les gens te trouvent très cool parce que tu n'es pas coincé. Si en revanche ton curseur est à 5, c'est plutôt que tu es du genre à avoir des to-do list pour tes to-do list. Tu arrives 10 minutes en avance partout, ton frigo est très bien rangé, les gens te demandent mais comment tu fais pour être aussi organisé, et tu ne comprends même pas la question parce que pour toi c'est juste normal, évident. Et c'est là où ça commence à poser un problème. Parce que dans notre société moderne, on valorise beaucoup cette haute conscienciosité. Par l'école, le travail, la carrière, tout est construit pour des curseurs qui sont plutôt autour de 4 ou 5. Donc là, si ton curseur est à 2, tu vas passer ta vie à te sentir défaillant, à te demander pourquoi tu n'arrives pas juste à t'organiser un petit peu plus. On y reviendra. Curseur numéro 3. Extraversion. L'extraversion, quoi. Celui-là, tu le connais. C'est la sociabilité, c'est ton niveau d'énergie sociale, c'est ton besoin de stimulation externe. Si ton curseur est à 1, clairement, t'es plutôt introverti. Les interactions sociales te coûtent de l'énergie et après 2 heures de soirée, tu as besoin de 3 jours de solitude pour te recharger. Tu préfères clairement les conversations à 2 plutôt qu'en groupe et les open space sont ta version personnelle de l'enfer. Et quand quelqu'un te dit « Allez, sois plus social », t'as juste envie de lui répondre « Allez, sois un peu moins con ». Devine où je me situe. Si ton curseur est à 5, là tu es plutôt extraverti. Pour toi, les interactions sociales te donnent de l'énergie, parce que tu t'ennuies dans le silence. Et toi, tu es plutôt du genre à parler en réfléchissant, mais pas avant. Concrètement, c'est un peu 47 groupes WhatsApp actifs, déprimé par la solitude, et quand quelqu'un te dit « j'ai besoin d'être seul », tu te sens rejeté. Mais non, ils te rejettent pas, ils ont besoin de se recharger, mais c'est pas de ta faute. Curseur numéro 4. J'avoue, j'ai fait 4 prises, en anglais ça marche pas, ça veut juste dire agréabilité. C'est ta coopération, c'est ton empathie, c'est ta tendance au conflit ou à l'harmonie. Si ton curseur est à 1, tu es plutôt compétitif, plutôt direct, plutôt cash. Tu dis ce que tu penses, même si ça dérange. Tu préfères la vérité brutale à la paix sociale. Et les gens te trouvent parfois difficile, oui, mais respectent beaucoup ton honnêteté. Et tu es probablement excellent en négociation. Si ton curseur est à 5, tu es plutôt altruiste, coopératif. Tu vas éviter les conflits comme la peste. Plutôt du genre à dire oui quand tu penses non parce que tu ne veux pas déranger. Et peut-être que les gens abusent un peu de cette gentillesse. Et tu te demandes souvent pourquoi tu n'arrives pas à poser des limites. Et enfin, dernier curseur, le numéro 5, le neuroticisme. Le dernier est peut-être le plus cruel d'entre tous. C'est ta stabilité émotionnelle. Ou plutôt ton instabilité émotionnelle, ta réactivité au stress, ton niveau d'anxiété de base. Si ton curseur est à 1, tu es calme, résilient, rien ne te déstabilise vraiment. Les gens te demandent « mais comment tu fais pour être aussi zen ?» Et tu ne comprends pas pourquoi ils stressent toi pour des si petits trucs. Bah oui, parce que pour eux ce sont pas des si petits trucs. C'est juste que toi, ton système nerveux est câblé différemment. Si ton curseur est à 5, tu es plutôt anxieux, réactif, tu anticipes les catastrophes, tu rumines, tu te réveilles à 3h du mat en pensant à cette conversation maladroite que tu as eue il y a 6 ans. Et probablement que les gens te disent d'arrêter de stresser et que tu as envie de leur hurler dessus, mais tu crois que j'ai pas essayé. Donc voilà, les Big Five, les 5 curseurs de la personnalité. Et voici maintenant la partie que nous ne voulons pas tellement entendre. C'est que ces curseurs ne bougent presque pas à l'âge adulte. Des chercheurs ont suivi des milliers de personnes pendant 20, 30, parfois 40 ans pour voir si ces traits changeaient. Brent Roberts, Kate Walton et Wolfgang Fichtbauer, je te mets au défi de prononcer ce nom 3 fois de suite après 2 verres de vin, ont publié en 2006 une méta-analyse massive dans Psychological Bulletin. Je ne te donnerai pas le titre de l'étude, mais en gros, en traduit en simple, ça veut dire « Est-ce que la personnalité change en vieillissant ?» Ils ont analysé 92 études, plus de 50 000 personnes suivies sur des décennies. Et résultat,
coefficient de stabilité 0,73 sur une échelle de 0 à 1. Reste avec moi, décroche pas. Ce chiffre, ça veut dire quoi? En humain, ça veut dire qu'un coefficient de stabilité, c'est une manière de mesurer si quelque chose reste pareil dans le temps. À 0, ça veut dire que ça change totalement, de manière aléatoire. 0,5, c'est que ça change un peu, et 1, que ça ne change absolument jamais. Donc 0,73, on peut considérer que c'est très stable. Ce qui veut dire que si tu es anxieux à 30 ans, tu as 73% de chances d'être encore anxieux à 60 ans. Si tu es introverti à 25 ans, tu le seras probablement à 55, etc. Autre étude. Antonio Terracciano, Robert McCrae et Paul Costa, 2006, dans Journal of Personality and Social Psychology. Ils ont suivi plus de 2000 personnes pendant 10 ans. Et la question était, de combien changent ces traits du Big Five en 10 ans? Et la réponse de 0,1 à 0,3 sur une échelle qui va de 1 à 5. 0,1 à 0,3 en 10 ans. Ce qui veut dire, si tu fais le test des Big Five, je te le mettrai en lien, que si tu es à 2 sur 5 en conscienciosité aujourd'hui, dans 10 ans, tu seras probablement à 2,2. Pas à 4, même pas à 3, à 2,2. C'est un mouvement tellement minuscule que tu ne le sentiras probablement même pas. Alors pendant ce temps-là, quand on regarde ce qu'on essaye de nous vendre, là, les formations, les coachings, les livres pour éliminer l'anxiété définitivement en 8 semaines, les stages à 3000 balles pour transformer ta personnalité et devenir un leader, franchement, gros mytho, non? Et là, j'exagère pas, c'est pas juste une simplification pour que ça sonne bien, c'est un mensonge structurel, car on nous vend quelque chose qui n'existe pas. À mes yeux, c'est un peu comme si on te vendait une formation pour devenir plus grand de 15 cm à l'âge adulte. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, on va te faire porter encore cette responsabilité. Laisse-moi te raconter une petite histoire. L'histoire de Léa, 34 ans, qui bosse dans le marketing. Elle s'appelle pas Léa et elle bosse pas dans le marketing en vrai. Elle vient me voir épuisée et elle me dit qu'elle a un problème, qu'elle est introvertie et que dans son milieu, ça ne marche pas. Elle veut devenir extravertie, Léa. Ok, donc moi je lui demande ce qu'elle a essayé de faire jusque-là. Et puis la liste est assez longue, des formations de prise de parole en public, des stages de développement sur la confiance en soi, un coaching personal branding, des bouquins, etc. Si on fait la somme de ce qu'elle a dépensé, on est pas loin de 5000 €. Et résultat, elle est toujours introvertie. Bien sûr, elle est frustrée. Elle se demande ce qui va pas chez elle, pourquoi elle n'y arrive pas, pourquoi est-ce que tous les outils ne fonctionnent pas. Et là, c'est pas évident de faire comprendre ça à quelqu'un, que c'est neurologique, que c'est câblé comme ça, et que elle, c'est vraiment le genre de personnalité à recharger son énergie dans la solitude. Donc son cerveau à elle produit moins de dopamine en réponse aux interactions sociales. Et ce n'est pas un bug, bien sûr, c'est juste une caractéristique. Donc là, le début du travail, c'est quoi? C'est de commencer à faire le deuil. Et oui, parfois je dois dire des choses horribles comme non, tu ne pourras jamais devenir extraverti. Mais tu peux faire autre chose. Et on y reviendra. Tempérament, personnalité, caractère, les 3 couches de toi. Ne partons pas tout de suite dans une crise existentielle. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas changer. Je dis que certaines choses ne peuvent pas changer et que d'autres peuvent changer facilement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquelles. Alors on va prendre une super belle métaphore. Imagine-toi comme un gâteau. Oui, un gâteau. Reste avec moi. Tu as 3 couches. Chaque couche a une texture différente, une fonction différente et une capacité de transformation différente. La première couche, c'est le tempérament. On va dire que c'est la base du gâteau, le biscuit. Ça, c'est ton socle, c'est ton câblage biologique de base. C'est le biscuit dur en bas du gâteau qui ne bouge jamais, peu importe combien de temps on le laisse au frigo. D'où ça vient le tempérament? Ça vient en partie de la génétique, entre 40 et 60% d'après les recherches. Et dans ces facteurs, on retrouve bien sûr l'environnement prénatal, donc ce qui s'est passé dans le ventre de ta maman, et aussi les premières semaines et mois de ta vie. Donc ça englobe quoi, le tempérament? Ça englobe ton seuil de réactivité émotionnelle, c'est-à-dire combien de stimulus est-ce qu'il faut pour que tu réagisses. Ça englobe aussi ton niveau d'énergie de base. Est-ce que tu es plutôt style pile Duracell ou pile rechargeable à moitié vide? On parle aussi du besoin de stimulation ou du besoin de calme. On notera aussi ta sensibilité sensorielle. Est-ce que par exemple les lumières fortes, les bruits, les odeurs, ça te dérange facilement ou pas? Et puis ton rythme biologique. Si t'es plutôt lève-tôt ou couche tard. Car non, tu ne pourras jamais te forcer à aimer te lever à 5h du mat si ton cerveau dit « je me réveille à 10, moi ». Et est-ce que c'est stable, ce tempérament? Oui, extrêmement stable, quasi immuable après 6 à 12 mois de la vie. Donc voilà ce que c'est, le tempérament. C'est le biscuit du gâteau, c'est le tronc de l'arbre aussi, si tu préfères une métaphore plus poétique. Et ça, on peut très peu le changer, voire quasiment pas.
Et ces différences ont des ancrages neurologiques mesurables. Ce n'est pas dans ta tête au sens physiologique, c'est littéralement dans ton cerveau. Il y a tes circuits dopaminergiques, ceux qui gèrent la recherche de nouveautés. Il y a ton amygdale et ton insula, ceux qui détectent les menaces. Ton cortex préfrontal, qui est celui qui régule tes émotions. Et tout ça, c'est très bien câblé et depuis très très tôt. Donc non, on ne peut pas reprogrammer tout ça avec des affirmations positives devant le miroir. Ça marche pas comme ça. Passons à la couche numéro 2, la personnalité, ou la crème au milieu du gâteau. La personnalité, donc c'est ton tempérament, donc le biscuit, plus ce qui t'est arrivé dans l'enfance, avec la crème. Donc ça vient du tempérament, de la couche 1, ça vient de ton style d'attachement à tes parents qui se joue entre 0 et 7 ans, de ton environnement familial et culturel, et d'expériences formatrices que tu as vécues dans ton enfance. On parle de quoi précisément ? On va parler de tes schémas relationnels de base, c'est-à-dire comment toi tu te comportes dans une relation. On va parler aussi de tes croyances profondes sur toi et sur le monde, celles qui sont formées avant 7 ans. Par exemple, cette idée que je suis en sécurité, ou je dois me méfier, ou je suis aimable, ou je dois mériter l'amour. On parlera aussi de tes stratégies d'adaptation apprises. Est-ce que tu as appris à pleurer, à te taire, à obéir, à te rebeller ? Et aussi à ton style d'attachement selon John Bowlby. On en reparlera plus tard. Est-ce que tu es plutôt sécure, anxieux, évitant, désorganisé ? Et est-ce que c'est stable tout ça ? Après l'adolescence, oui. Et est-ce que ça se modifie ? Oui, mais très lentement, très difficilement et avec des thérapies en général assez longues et des expériences correctrices répétées. Je te donne un exemple. Imagine un enfant avec un tempérament anxieux, dans son biscuit, couche 1. Il a des parents critiques et imprévisibles, ce qui constitue son environnement. Donc son environnement égale personnalité, perfectionniste et craintive. Voilà la crème du biscuit. Donc cette crème s'est formée autour du biscuit. Elle a pris sa forme en fonction du biscuit et de ce qui s'est passé autour. Et c'est précisément à cet endroit que se situe le Big Five. Tes 5 traits, l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité, le neuroticisme, ils sont le résultat de ton tempérament. Couche 1, sculpté par ton enfance en couche 2. Et à 25 ans, à peu près, la crème a durci et s'est fixée. Donc tu peux modifier très légèrement des choses pendant un certain temps, mais tu ne transformeras pas un introverti en extraverti ni un anxieux en moine bouddhiste. Petite nuance quand même, il y a certains chocs dans la vie, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, qui peuvent avoir leur importance. On parlera aussi de choses classiques, des changements de vie majeurs, comme des mariages, la parentalité, une maladie, un trauma, qui peuvent faire bouger les scores de Big Five de 0,2 à 0,3 sur une échelle de 5. C'est pas énorme, mais c'est quand même réel. On parle d'ajustement et pas de refonte totale de la recette du gâteau. Troisième couche, le caractère. Le caractère, c'est le glaçage et puis la petite décoration que tu mets sur ton gâteau. Et voilà la très bonne nouvelle. C'est que le caractère, c'est ce que tu décides de faire avec ton tempérament et ta personnalité. Là, on parle de tes choix conscients, on parle de tes valeurs, de tes engagements, de ton éthique. Et clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comment est-ce que toi tu le gères, ton tempérament ? Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu luttes contre ? On parle des compétences que tu développes, des compétences autant sociales que professionnelles, que techniques, etc. On parle aussi des comportements que tu choisis d'adopter, de tes habitudes quotidiennes et des environnements que tu crées pour toi. Et là, en termes de stabilité, on est dans le très malléable, voire totalement changeable. C'est la zone de liberté absolue. Par exemple, je reprends mon introverti, donc couche 1 et 2, biscuit plus crème. Notre introverti, il peut développer d'excellentes compétences sociales sur sa couche 3. Il n'y a pas de souci. Il restera introverti pour toujours. Il aura toujours besoin de cette solitude pour se recharger, c'est neurologique. Mais il peut apprendre à performer en société quand c'est nécessaire. Il peut maîtriser l'art d'une conversation, il peut devenir excellent en présentation publique et être super à l'aise en réunion. Ça, c'est ok, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, il va rentrer chez lui et avoir besoin de 48 heures de solitude. Et ce n'est pas contradictoire, non ? C'est juste ça, la petite distinction qui peut tout changer. Le biscuit, tempérament est immuable, la crème, la personnalité ou les Big Five sont difficiles à changer, tandis que ce glaçage est totalement malléable. Retrouvons notre Léa. Après quelques séances, on a arrêté d'essayer de transformer son biscuit. On arrête d'essayer de faire d'elle une extravertie. On va plutôt travailler sur ces 3 axes. Premièrement, déjà accepter son introversion. La couche 1 et 2. En disant « Ok, Léa, t'es introvertie, tu le seras sûrement à 60 ans, c'est ton architecture neurologique, ce n'est pas un bug, c'est un composant à optimiser et puis c'est tout. » Et on va travailler aussi sur ses croyances, car pour elle, introverti voulait dire faible, ennuyeux, inadapté. Alors que non,
Introverti veut juste dire système nerveux câblé pour la profondeur plutôt que la largeur, pour l'intimité plutôt que la stimulation de masse. Bref, on a travaillé sur les croyances qu'il y avait autour de cette introversion. Deuxième point, on a développé des compétences sociales spécifiques. On n'a pas essayé de la rendre extravertie, on lui apprend des outils. Par exemple des techniques de networking ou comment naviguer un événement professionnel sans s'épuiser. Elle peut travailler sur des scripts de conversation, des phrases d'ouverture, de fermeture, comment introduire, parler, clore une conversation. Et aussi de gestion de l'énergie, en se disant, ok, si elle fait 1 heure d'événement social, après elle a peut-être besoin de 20 minutes de repos bien mérité. Et troisième point, on va designer son environnement professionnel, car c'est ça qui lui posait problème. Alors on va tenter négociation, peut-être un jour de plus de télétravail, peut-être des réunions limitées à 3 par jour, peut-être un bureau fermé au lieu d'un open space, et pas d'événements sociaux obligatoires le soir. Et depuis qu'on a fait ce travail, parce que c'est un travail de deuil quand même, ça va beaucoup mieux, car Léa ne s'épuise plus, elle travaille mieux, au contraire, et puis elle a surtout fait la paix avec elle-même, elle a arrêté de se détester. Et c'est ça le vrai changement, c'est pas de transformer le biscuit, c'est d'apprendre à faire le meilleur glaçage possible pour le biscuit que tu as déjà. Les jumeaux séparés, la preuve génétique. Maintenant, je vais te raconter quelque chose qui va probablement te donner des frissons. Parce qu'il existe une expérience naturelle qui se produit dans le monde. Pas organisée par des scientifiques, non, juste la vie en fait. Des jumeaux qui sont identiques, qui ont le même ADN, le même code génétique, sont parfois séparés à la naissance. Puis ils sont adoptés par des familles différentes, parfois même dans des pays différents, parfois dans des classes sociales radicalement opposées. Donc si la personnalité était uniquement le produit de l'environnement et des choix, comme on aime bien nous le faire croire, ces jumeaux devraient être complètement différents. S'ils sont élevés dans des contextes différents, ils devraient avoir des personnalités différentes, non ? Logique. Sauf que, non. Année 1980-90, nous allons dans le Minnesota. Une équipe de chercheurs menée par Thomas Bouchard lance une étude qui va durer 2 décennies. Ils retrouvent des jumeaux identiques séparés à la naissance, plus de 100 paires. Certains n'ont jamais su qu'ils avaient un jumeau et ils se rencontrent pour la première fois à 30, 40 ou 50 ans. Alors l'équipe teste, observe, compare et les résultats sont incroyables. Ce qu'on observe, c'est qu'au niveau intelligence, donc test de QI classique, on trouve une corrélation de 0,70. Traduction, si un jumeau est intelligent, l'autre l'est aussi dans 70% des cas, malgré des éducations différentes. Je ne suis pas en faveur des tests de QI, c'est juste des données. Au regard des traits de personnalité du Big Five, la corrélation moyenne est de 0,5. Donc la moitié de ta personnalité est écrite dans tes gènes. La moitié, pas tout, mais la moitié. On retrouvera aussi dans les intérêts professionnels des corrélations de 0,40, pas négligeable, et dans les attitudes sociales et politiques, là on chute à 0,34. Et maintenant prépare-toi parce que ça va devenir super bizarre. Car certains chercheurs ont aussi mesuré la religiosité, ton niveau de croyance, ta pratique spirituelle, ton intérêt pour tout ça. Et résultat, la corrélation était de 0,49 entre jumeaux séparés. Quasiment 50%. Et c'est curieux parce que cette religiosité, c'est quelque chose qu'on pense être totalement culturel, totalement éduqué, alors que c'est influencé par 50% par les gènes. Pas déterminé, mais influencé. Ça ne veut pas dire que tu es programmé pour croire ou ne pas croire, ça veut juste dire que ton cerveau a une prédisposition ou ne l'a pas à chercher du sens, à ressentir du transcendant, etc. Mais attends, parce que le plus fascinant ce sont les anecdotes. Et voici l'histoire concrète de ces jumeaux. Jim Lewis et Jim Springer. 2 jumeaux identiques séparés à 4 semaines, adoptés par 2 familles différentes dans l'Ohio. Ils ne se connaissent pas, ils ignorent même l'existence l'un de l'autre. Et à 39 ans, ils se rencontrent pour la première fois dans le cadre de l'étude de Bouchard. Et là, c'est la Twilight Zone, car tous 2 ont épousé une femme prénommée Linda. Tous 2 sont divorcés, puis remariés à une femme prénommée Betty. Tu vas me dire, ok, c'est une coïncidence culturelle, Linda et Betty, c'est des prénoms super lambda dans leur génération. Mais attends, ils ont tous les 2 appelé leur fils Alan, sauf que l'un s'écrit avec un L et l'autre avec 2 L. Ils ont tous les 2 un chien qu'ils ont appelé Toy. Ils fumaient la même marque de cigarettes, ils buvaient la même bière, ils conduisaient la même marque de voiture, ils se rongeaient les ongles de la même manière, ils souffraient tous les 2 de migraines, de tension au même endroit dans la tête. Ils travaillaient tous 2 en tant que shérif adjoint et ils avaient construit un banc en bois blanc autour d'un arbre dans leur jardin. Le même design de banc. Les prénoms, ok, admettons coïncidence. Mais le reste, les manies identiques, les préférences sensorielles, le type de travail, les problèmes de santé, et ce foutu banc en bois dans le jardin, ça ne peut pas être juste de la chance, du hasard, non ? Je ne dis pas non plus que tout est génétique. C'est une anecdote, je la raconte parce qu'elle est spectaculaire et parce qu'elle est médiatisée.
Mais elles ne sont bien sûr pas représentatives de tous les jumeaux de cette étude. Voici une deuxième histoire, celle d'Oscar Storr et Jacques Youf, deux jumeaux identiques séparés à 6 mois. Oscar est élevé en Allemagne nazie par sa mère catholique allemande. Il rejoint les jeunesses hitlériennes. Jack est élevé à Trinidad par son père juif. Il vit ensuite dans un kibboutz en Israël. Donc là, niveau environnement, on ne peut pas avoir plus radicalement opposé. On ne peut pas avoir des idéologies plus contradictoires non plus, des religions ennemies, des cultures qui sont complètement aux antipodes. Donc si quelque chose devait bien faire bouger des personnalités, c'est bien ça, non? Et ils se rencontrent à 47 ans, pour la première fois de leur vie. Et devine quoi? Tous deux portent des chemises à manches courtes avec des épaulettes. Oui, tu vas me dire, c'est pas un truc de ouf. Tous deux aiment tremper leur toast beurré dans leur café le matin. Tu me diras, peut-être que c'est pas ouf non plus. Tous deux gardent des élastiques autour de leurs poignets. Un peu plus chelou. Tous deux lisent les magazines en commençant par la fin. Là, franchement, c'est un truc, hein. Tous deux tirent la chasse avant et après avoir utilisé les toilettes. Tous deux marchent exactement du même pas avec la même posture. Et tous deux ont le même rire. Un rire court, abrupt, presque identique. Alors que leurs valeurs sont complètement opposées. L'un est nazi, l'autre est juif. Leurs croyances sont contradictoires. Mais leurs manies, leurs préférences sensorielles, leur rythme corporel, tout ça c'est identique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre tempérament, notre manière de nous mouvoir dans le monde, nos préférences sensorielles de base, notre rythme biologique, tout ça c'est largement génétique. Bien sûr, tes choix sont les tiens, tes valeurs sont construites par ton environnement, mais le comment tu vis ces choix, avec quelle intensité, avec quel rythme et avec quel style, ça c'est déjà là, c'est câblé, c'est dans ton ADN. L'écrivain américain David Brooks a écrit quelque chose de magnifique dans The Social Animal. Il a dit « Je te l'attende pas en anglais ». Version traduite. Nous ne sommes pas des pages blanches attendant d'être écrites par l'expérience. Nous sommes plutôt des instruments, chacun avec sa propre tonalité, son timbre, sa tessiture. L'expérience nous enseigne comment jouer de notre instrument, mais elle ne change pas fondamentalement quel instrument nous sommes. Alors écoute ça. Tu es peut-être un violoncelle, et pas une guitare, pas un piano, pas une flûte, un violoncelle. Donc tu peux apprendre à jouer magnifiquement du violoncelle, à en tirer des mélodies sublimes, mais tu ne seras jamais une guitare, et c'est une bonne nouvelle. La tyrannie du mindset, quand l'industrie nous vend l'impossible. Et voici maintenant le moment du coup de gueule, ou alors de ce qui active tout simplement mes trigger points. Mon problème, la religion du mindset. Parce que tu sais, il y a une croyance mais quasi religieuse dans le développement personnel. Une espèce de dogme, un article de foi qu'on ne peut pas questionner sans être traité de négatif ou limitant. Voilà les commandements sacrés de ce dogme. Tes pensées créent ta réalité. Tu peux devenir qui tu veux, si tu le veux vraiment. Il n'y a pas de limite, seulement des croyances limitantes. Et si tu visualises ton succès avec assez d'intensité, l'univers te le donnera. T'en as déjà sûrement entendu 2 ou 3 de ces petites phrases-là. Ces petites conneries des années 70 recyclées en langage corporel des années 2020. Ouais, mais c'est toxique, pas parce que l'optimisme est mauvais. Non, l'optimisme c'est bien, j'aime l'optimisme. Pas parce que les croyances ne comptent pas, bien sûr qu'elles comptent, et évidemment qu'elles comptent, mais parce que ça nie complètement, brutalement et violemment l'existence de contraintes biologiques réelles. Ça nie la génétique, ça nie la neurobiologie, ça nie 40 ans de recherche en psychologie de la personnalité. Je vais pas te ressortir tous les trucs que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en aurait pour très longtemps. Et laisse-moi te parler de l'histoire de Marc. Oui, il s'appelle souvent Marc, mais c'est toujours pas Marc. Marc a 42 ans, il est chef de projet dans la tech. Et Marc, son problème, c'est qu'il est au bord du burn-out. Et il en a marre, parce qu'il a l'impression de ne pas être assez discipliné. Il procrastine, il se trouve désorganisé, il ne se sent pas assez consciencieux pour réussir dans son milieu. Il pense que tout le monde le dépasse et il pense qu'il est nul en fait, tout simplement. Alors je lui demande de faire le petit test de personnalité du Big Five pour voir. Et résultat, sur la conscienciosité, on est à 2 sur 5. Donc là, c'est vraiment pas ouf. Donc pour contexte, la moyenne de la population est plutôt à 3 et les gens super organisés sont à 4-5. Lui, 2. Donc bien sûr, comme à chacun je lui demande, Marc, qu'as-tu essayé de faire pour être plus organisé ? Là, il me sort une liste, évidemment, parce qu'en général, on va pas voir un hypno en première intention. D'abord, on essaye plein de trucs par soi-même, ce que je trouve normal, bien sûr. Mais voilà ce qu'il a fait. Donc il a fait des formations sur la gestion du temps, des coachings, des TCC, il a lu plein de livres, et puis il a essayé des applis de tracking de productivité là. Donc pas mal d'heures investies, pas mal d'argent investi, et puis résultat, il procrastine toujours, il oublie toujours les deadlines, il perd toujours ses documents importants, et son bureau, c'est toujours le bordel.
Et maintenant, le problème c'est qu'en plus de ne pas être plus organisé, il se déteste. Parce qu'il a vraiment essayé, donc il pense qu'il est défaillant, tout simplement. Il pense qu'il a un problème psychologique profond, et que même en tant qu'être humain, il est défaillant. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Il a fallu un petit temps pour lui expliquer que son score là de conscienciosité, c'est pas un problème à résoudre, c'est une donnée biologique, c'est comme la taille, c'est comme la couleur des yeux, c'est comme un câblage neurologique. Et il a fallu lui dire qu'il ne deviendra jamais très consciencieux en fait, peu importe combien de formations il fait, comment on change les croyances, l'hypnose, etc., combien d'argent il dépense dans ses formations. Mais en revanche, il peut faire autre chose. Et c'est là où très souvent en accompagnement on bascule, on change d'approche. Car au lieu de corriger son manque de conscienciosité, on s'est dit ok, on va essayer de tenter de l'accepter comme un fait immuable. Et après on part de là, et on construit autour. Premier axe, pour lui, ça va être choisir un environnement pro qui va être compatible avec ce qu'il est. Car oui, il était chef de projet dans la tech, et évidemment, c'est un environnement qui exige une conscienciosité élevée. Les deadlines sont stricts, les processus sont rigoureux, les suivis méticuleux, et la planification est constante. Et clairement, ce serait comme demander à un poisson de grimper à un arbre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi étudié quel métier ou quel rôle, quelle spécificité ne demande pas une haute conscienciosité. Et là, on en a trouvé. On a trouvé plein d'axes dans le brainstorming, dans le consulting. Lui, il est plutôt à travailler en mode sprint plutôt qu'en marathon. Et à penser à des environnements qui valorisent la spontanéité et l'adaptabilité. Car ça, ce sont ses qualités à lui. Deuxième axe, mettre en place des systèmes externes de structure. Clairement, ça veut dire que quand il faut être dans les temps, on met des alarmes, mais pour tout. Les réunions, les deadlines, les anniversaires. Il se fait aider par un assistant virtuel pour son agenda. Et c'est ok. La comptabilité, c'est pas son truc, il l'a délégué. Et idem pour son appart, il a pris quelqu'un pour lui donner un coup de main. Donc pour résumer, en fait, ce qui se passe à cette étape, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles il n'est pas conçu et pas doué, qui l'emmerdent au plus profondément de lui, et du coup, il délègue en fait, tout simplement. Parce qu'il peut se permettre, et bien sûr, c'est un accompagnement personnalisé à qui il est, lui. Troisième axe pour Marc, arrêter de se battre contre son tempérament. Comme avec Léa, travailler sur l'acceptation, c'est la première chose à faire. Disant que non, il n'est pas défaillant, il a juste un tempérament qui ne correspond pas aux exigences de la société moderne occidentale corporate. Ce qui ne fait pas de lui quelqu'un de défaillant ni de cassé. Pas du tout, pas du tout. Alors quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quitté son boulot, il s'est mis en freelance, il travaille par sprint, parce que c'est son truc, il est très doué pour ça. Puis il prend une semaine off, c'est-à-dire qu'il se fait 3-4 semaines de travail intensif et après, boum, vacances. Tout ce qui est administratif, il externalise et il délègue, et il ne procrastine plus, parce qu'il n'est plus dans un environnement qui exige une discipline qu'il n'a pas. Et voilà, ça a l'air simple, non ? Il n'a pas changé de tempérament, il n'a pas augmenté sa conscienciosité de 2 à 4, il a juste changé son environnement pour qu'il corresponde à son tempérament. Et c'est ça l'intelligence du changement parfois. Au lieu de se dire « change-toi pour t'adapter au monde », c'est aussi de se dire parfois « change le monde autour de toi pour qu'il s'adapte à qui tu es ». Et si tu ne peux pas changer le monde, tu peux changer au moins quelques éléments de ton environnement. Parce que ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est d'être un violoncelle dans un orchestre de guitare électrique. La matrice des possibles, ta carte de liberté. Ok, récapitulons. Parce qu'à ce stade, tu es peut-être en train de te dire « Bon, ok, j'ai compris, je ne peux pas tout changer, mais qu'est-ce que je peux changer alors ?» Et très très bonne question. Alors laisse-moi te parler d'une carte, la matrice des possibles. Et pour ça, on va imaginer un feu tricolore, très original. Un rouge, un orange, un vert. Et chaque zone représente un niveau de malléabilité, c'est-à-dire ta capacité à changer quelque chose. La zone rouge, c'est la zone la plus rigide. Il est impossible ou quasi impossible de changer. Va voir mon épisode d'avant sur les transformations miraculeuses si tu veux. La zone rouge, ce sont les fondations, c'est le béton armé, c'est le tronc de l'arbre, c'est le biscuit du gâteau. Et qu'est-ce qui se trouve en cette zone rouge ? Ton tempérament de base, on en a parlé, la réactivité émotionnelle, le niveau d'énergie, l'introversion, l'extraversion. Il y a aussi tous les traits du Big Five qui, après 30 ans, bougent très peu. Il y a ta sensibilité sensorielle, est-ce que tu es hypersensible ou pas hypersensible ? Il y a ton rythme circadien, lève tôt, couche tard. Ton seuil de dopamine, est-ce que tu as besoin de stimulation forte ou plutôt de calme ? Et il y a aussi bien sûr certains troubles neurodéveloppementaux. Là je parle des TDAH, les vrais, diagnostiqués, de l'autisme, la dyslexie, dyspraxie, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette zone rouge ? On peut accepter, compenser et designer un environnement en fonction de cette zone-là. Qu'est-ce que tu peux pas faire ? Transformer, point. Donc pour reprendre notre introverti, tu peux apprendre à faire des présentations publiques brillantes.
zone verte, on y arrive. Mais après 2 heures, tu auras toujours besoin de ton temps de solitude pour te recharger. Ce besoin de récupération ne disparaîtra pas. Et dans 10, 30, 80 ans peut-être, si tu as la chance de vivre jusque-là, tu auras toujours besoin de cette solitude pour te recharger. Et c'est ok. Passons maintenant à la zone orange, qui est semi-plastique, où les changements sont possibles mais sont un peu lents et difficiles. La zone orange, métaphoriquement, ce sont les branches principales de notre arbre, la crème du gâteau, les structures formées dans l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc il y a les formats d'attachement, je pense qu'on fera un épisode plus tard là-dessus, selon John Bowlby. Si tu es anxieux, plutôt évitant, plutôt désorganisé, plutôt sécure. Il y a les croyances profondes qui sont formées avant 7 ans, de est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que le monde est dangereux ? Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je dois mériter l'amour ? Il y a aussi tes biais cognitifs automatiques, est-ce que tu es plutôt en mode catastrophisme, lecture de pensée, personnalisation, etc. Il y a aussi tes patterns relationnels récurrents, par exemple si tu choisis toujours le même type de partenaire, que tu répètes toujours les mêmes dynamiques. Et il y a aussi ton rapport à l'argent, au pouvoir, à l'autorité et compagnie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone orange ? On peut modifier plein de choses, mais pas en 6 semaines. Car ça demande souvent un vrai suivi avec un vrai professionnel, une thérapie. Ça demande des expériences correctrices répétées. Par exemple, si dans l'enfance tu avais des relations qui étaient peu sécurisantes, il va falloir les vivre, ces expériences. Il va falloir vivre des expériences qui contredisent tes vieilles croyances. Et ça, c'est que dans le vécu qu'on peut le faire. Et aussi, il faut un travail bien sûr qui soit un peu conscient, souvent intensif et parfois un peu douloureux. Ouais, désolé, c'est pas cool. Et ce que tu ne peux pas faire dans cette zone orange, c'est changer vite, c'est effacer complètement, c'est pas de transformation radicale entière en 8 semaines. Donc imagine, si tu as un attachement anxieux, que tu as peur de l'abandon, que tu as un besoin constant d'être rassuré, tu peux, bien sûr, avec quelques années de travail et des relations sécurisantes, développer un attachement plus sécure. Mais forcément, ça prendra du temps. Et quand il y aura des moments de stress intense, peut-être une rupture, un deuil, une perte d'emploi, ton pattern anxieux pourra réapparaître temporairement. Pas parce que ton câble est complètement déconnant, non. Ça se module, mais on ne peut pas complètement l'effacer. Venons maintenant aux réjouissances, la zone verte, la zone plastique, là où le changement est rapide, plutôt rapide, ou accessible. Et voici la bonne nouvelle. Là, ce sont les branches secondaires de notre arbre, c'est le glaçage du gâteau, ce sont les feuilles qui changent à chaque saison. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette zone verte ? Il y a tes compétences sociales, professionnelles, techniques, linguistiques, artistiques. Il y a tes comportements quotidiens, comment tu réagis dans telle situation, ça se travaille très bien. Il y a tes habitudes, alimentaires, sportives, le sommeil, les écrans, etc. Il y a tes connaissances, tout ce que tu apprends, que tu lis, que tu étudies, ça dépend que de toi. Il y a tes stratégies de coping, c'est-à-dire comment tu gères le stress, la colère, la tristesse. Il y a ton environnement physique, là où tu vis, avec qui, dans quel type de logement, etc. On retrouvera aussi tes routines quotidiennes, et puis tes choix de vie, de carrière, de métier, de relations, de loisirs et compagnie. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans cette zone ? Tu peux tout faire. Avec quelques semaines, quelques mois de pratique, un peu de structure, de la répétition, là on peut faire bouger les choses. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici ? Rien, sauf cas particulier, car c'est la zone de liberté absolue. Donc non, on ne peut pas changer le tronc de la zone rouge. On peut développer des compétences autour du tronc, dans la zone verte. Et voici ce que c'est, cette histoire de carte. Et c'est ça qui change tout. Car le problème, c'est que très souvent, l'industrie, et puis même certains thérapeutes, certains coachs, nous vendent des solutions zone verte pour des problèmes qui se trouvent en zone rouge. Donc, en disant peut-être, change tes habitudes matinales et tu deviendras discipliné. Bof, franchement bof, très très bof. Si ta conscienciosité est à 2 sur 5, encore une fois, c'est pas une routine matinale qui la fera monter à 4 sur 5. Et ça sera sûrement pas dans ta nature. Ou te dire que faire des affirmations positives dans la zone verte et ton anxiété disparaîtra ? Non, ça marchera pas. Si ton neuroticisme est élevé, aux zones rouges, répéter « je suis calme » 50 fois par jour ne va pas recabler ton amygdale. Ça marche pas comme ça. Mais là, en gros, la vraie bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes qu'il y a une zone rouge et que tu travailles intelligemment ta zone orange, tu as une liberté totale dans cette zone verte. Et c'est là que 80% du bonheur se joue en fait. Pas dans ta personnalité, mais dans tes choix. Pas dans ton tempérament, mais dans ton environnement. Et pas dans ton tronc, mais dans tes branches. Si on reprend nos 2 exemples. Chez Léa, l'introvertie, elle, sa zone rouge, ça veut dire accepter. Accepter l'introversion, accepter le besoin de solitude et se dire que ça va pas trop bouger. Sa zone orange, c'est travailler là en thérapie.
Travailler sur les croyances qu'elle a sur l'introversion, que l'introversion c'est nul, c'est être faible, etc. Et puis dans sa zone verte, c'est là où elle peut changer librement. Là, on va bosser sur des compétences sociales, sur un environnement de travail et sur la gestion de son énergie. Et puis chez Marc, le peu consciencieux. Dans la zone rouge chez Marc, c'est toujours accepter. Accepter que c'est pas quelqu'un d'hyper consciencieux et que ça va pas hyper bouger dans le temps. Et puis dans sa zone orange, c'est travailler. Travailler sur quoi ? Là pour lui, c'est sur la honte qui est liée à son désordre et à sa personnalité. Et puis dans la zone verte, là où il peut changer librement, là ça va être le type de métier, les systèmes externes et l'environnement de travail. Et soudain, ces deux personnes ne sont plus en guerre contre elles-mêmes. Elles ne gaspillent plus d'énergie à essayer de transformer leur tronc, elles mettent toute leur énergie dans ce qui peut changer. Et donc paradoxalement, deviennent plus libres que celles qui croient que tout est possible. L'arbre et ses saisons. Laisse-moi te raconter pour finir l'histoire d'un chêne centenaire. Son tronc est massif, ancré, fixé depuis des décennies. Il ne bougera plus. Ça, c'est ton tempérament, c'est ton big five, c'est immuable. Et de ce tronc partent des branches principales, certaines formées dans l'enfance, orientées par ton environnement précoce. Et ces branches, elles peuvent encore bouger, un petit peu, lentement, pendant des années. Ça, c'est ta personnalité, tes schémas d'attachement qui sont modifiables, certes, mais pas facilement. Et de ces branches principales partent des branches secondaires qui poussent chaque année. Elles sont souples, elles sont changeantes, elles s'adaptent aux saisons. Ça, c'est ton caractère, ce sont tes compétences, ce sont tes choix, et c'est tellement malléable. Et à chaque printemps, l'arbre fait pousser de nouvelles feuilles qui tombent à l'automne et repoussent au printemps suivant. Ça, ce sont tes comportements, tes actions. Il y a des choses qui changent sans qu'on le veuille, ça se fait tout seul. Alors est-ce qu'il faudrait transformer ton chêne en saule pleureur ? C'est impossible, mais ce qui est possible, c'est d'accepter que tu es un chêne, accepter que travailler lentement sur l'orientation de tes branches, ça va porter ses fruits. Et bien sûr, faire pousser de nouvelles branches secondaires chaque année. Car un chêne n'a pas besoin de devenir un saule pleureur, il a juste besoin d'être le meilleur chêne qu'il peut être lui-même. Et là, je dis pas sois la meilleure version de toi-même, ça m'énerve. Le poète Marc Nepo a écrit « La fleur ne rêve pas de l'abeille, elle s'épanouit, et l'abeille vient. » Alors, arrête de rêver de devenir quelqu'un d'autre, épanouis-toi dans ce que tu es, et le reste suivra. Nous voici à la fin de cet épisode et peut-être que tu te sens un peu étrange, peut-être un peu effrayé d'être coincé avec qui tu es, ou un peu soulagé, ou un peu en colère, ou peut-être plein de choses comme au début. Si tu veux aller plus loin et comprendre les choses avec encore plus de précision, tu peux t'abonner à la newsletter. Si tu préfères les fragments courts, les provocations qui te suivent dans la journée, les questions qui ouvrent des portes, retrouve-moi sur Instagram à maeva.hypno. Et si tu sens vraiment, viscéralement, que c'est le moment d'arrêter de te battre contre toi-même, que tu as besoin d'un espace pour identifier tes zones, tu sais où me trouver, tous les liens sont en description. C'était Maeva, et je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode sur le changement. Et d'ici là, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as juste besoin d'arrêter de te battre contre qui tu es et de construire avec et autour de tout ça.